Bonjour, chers camarades paysans et paysannes de Côte d'Ivoire. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Je suis Marcel Thiab, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI. Je suis planteur à Gaouté, qui est mon village natal, dans la sous-préfecture de Kata, département de Biokoma, région du Tonkoui. Encore une fois, nous sommes à notre rendez-vous de tous les lundis. Ce matin, lundi 3 juin 2024. Avant de commencer, nous allons faire une prière à notre Dieu créateur. Père éternel tout-puissant, nous voulons te dire merci ce matin, Père, pour ce moment que tu nous offres. Merci pour ton souffle de vie, merci pour ton esprit qui nous guide chaque jour. Père éternel tout-puissant, nous voulons te confier ce moment d'échange avec la population de Côte d'Ivoire, avec le monde paysan et paysanne. Nous voulons, Père éternel tout-puissant, mettre tout sous ton contrôle. Que ta puissante main soit sur nous et que ces échanges soient fructueux et que, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous allons dire puisse tomber dans des oreilles attentives afin que les conditions des paysans et paysannes de Côte d'Ivoire puissent commencer à s'améliorer dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons développer deux thèmes principaux. Nous allons revenir encore sur les acquis des paysans sous la libéralisation en premier point. Et nous allons terminer avec la mise en place de l'interprofession café-cacao. Ce matin, nous allons donner beaucoup plus de détails sur ce qui concerne les acquis des paysans sous la libéralisation. Et expliquer un peu pourquoi la libéralisation d'abord. Dans les années 94-95, la Côte d'Ivoire était confrontée également à des difficultés au niveau de la trésorerie, au niveau de la gestion de la filière café-cacao. Et les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale, le FMI et les autres, ont imposé ce qu'on appelle ce qu'ils appellent dans leur jargon le redressement structurel, donc un programme d'ajustement structurel à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et les conditions étaient que la filière, la caisse de stabilisation, qui était notre caisse de souveraineté, devrait être dissoute. Malheureusement, nos politiques en son temps, après la mort d'Oufoué, n'ont pas eu le nœud creux, ont suivi aveuglement les institutions financières internationales dans leur logique de réagissement structurel. Mais ce réagissement structurel a conduit à la libéralisation en 2000 et la mise en place effective de la libéralisation, c'est-à-dire la gestion de la filière café-cacao qui était revenue aux paysans dans les années 2000 jusqu'en 2007-2008 par là. Sous la libéralisation, les paysans avaient entrepris beaucoup de bonnes choses en leur faveur, parce qu'il était question d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs café-cacao et de tous les paysans de Côte d'Ivoire. Et pour cela, il fallait prendre des initiatives qui allaient dans le sens de l'amélioration d'abord des conditions de travail, ensuite l'amélioration des conditions de vie des paysans en Côte d'Ivoire. C'est en cela que, à travers l'ANAPROSI, qui était la seule et principale association des paysans café-cacao en son temps, avec le Fonds de développement des producteurs café-cacao, le FDPCC, qui étaient des organes des paysans, ont décidé de faire non seulement des investissements, mais de prendre des initiatives en acquérant certaines sociétés, certaines structures pour améliorer les conditions de commercialisation intérieure et extérieure du café et du cacao. C'est pour cela que la société Sivcacop avait été acquise par les paysans. Et Sivcacop avait été acquise pourquoi? Pour que ce soit les paysans
qui prennent en compte la collecte du café et du cacao depuis le bord champ jusqu'à notre usine. Ça allait se faire de façon progressive, puisque nous ne voyons pas l'intérêt des non-paysans dans le bord champ jusqu'à notre usine, puisqu'ils ne plantent pas. Et logiquement, le financement de la campagne de commercialisation du café et du cacao a été décidé depuis 1960 entre l'État de Côte d'Ivoire et les paysans. C'est pourquoi, logiquement, le financement de la filière café-cacao, la commercialisation du café et du cacao est financé chaque année à partir des réserves du pays logées au Trésor français via la Banque centrale, c'est-à-dire la BCEAO. Et du coup, chaque année, il y a des banques qui étaient agréées pour pouvoir assurer le financement à travers cette réserve-là qui est mise en place chaque année, avant l'ouverture de chaque campagne café-cacao, pour financer la commercialisation du café et du cacao, et partant de là, de toutes les autres spéculations agricoles. Mais malheureusement, comme je le disais, le programme d'ajustement structurel qui est venu tout balayer de la main. Et aujourd'hui, si nous sommes retournés à la nouvelle stabilisation, c'est-à-dire que l'ancienne stabilisation a rénové, la logique aurait voulu que le financement soit mis en place en faveur des coopératives, des paysans. C'est nous qui sommes les propriétaires du cacao et du café de Côte d'Ivoire. Et le financement est fait à partir des réserves des Ivoiriens, logés au Trésor français à travers la BCEAO. Mais comment se fait-il que on nous fait savoir que les financements, c'est les Libanais, c'est les acheteurs, c'est les multinationales qui ont les financements? Non. Ces multinationales n'ont pas de financement. Ça veut dire que le Conseil Café Cacao a fait en sorte que le financement qui est destiné aux sociétés coopératives soit mis entre les mains des multinationales qui en retour nous pillent, mettent le pays même dans un état très difficile, dans des conditions très difficiles, parce qu'aujourd'hui les paysans vivent dans des conditions de dégradation très avancées. Ce n'est pas normal que nous continuions de fermer les yeux là-dessus, parce que les Ivoiriens doivent savoir pourquoi les gouverneurs de la BCEAO ont toujours été des Ivoiriens. Les gouverneurs de la BCEAO ont toujours été les Ivoiriens parce que, d'abord, la Côte d'Ivoire constitue plus de 40% des revenus de l'UEMOA et de tous les États de la BCEAO. Ça, c'est pour être beaucoup modeste. Donc, ces gouverneurs-là devraient faire en sorte pour suivre et coordonner le financement des campagnes agricoles en Côte d'Ivoire chaque année. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons deux anciens gouverneurs à la tête de notre État, à savoir son excellent le président Alassane Ouattara et le vice-président Timoko Meili. Donc nous comprenons difficilement aujourd'hui que nous avons du mal à financer les campagnes café-cacao en Côte d'Ivoire. Donc, la société Sicacop devrait faire en sorte que la commercialisation des fèves de cacao et du café vert soit bien coordonnée par les acteurs, par les producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le Conseil Café-Cacao a liquidé d'après eux, alors que toutes les installations du Sicacop étaient déjà amorties. Bon, des installations qui sont déjà amorties, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à liquider une société pareille? Pour quelles raisons? Nous avons besoin d'explications. Ensuite, il y avait Cori. Cori qui était la structure qui était chargée de la gestion de la sacherie brousse et sacherie export. Pour que les paysans puissent avoir accès facilement à la sacherie brousse en jute, pour mieux ensacher le cacao et le café dans de meilleures conditions, afin de conserver, préserver et garantir la qualité. N'eût été l'expérience très avancée des agriculteurs, des producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire, on aurait eu des problèmes de qualité. Mais heureusement, fort heureusement, que nous les paysans café-cacao, avec toute cette expérience que nous avons depuis plus de 100 ans en matière de production de café et de cacao, nous savons comment traiter les fèves de cacao pour conserver la meilleure qualité, quels que soient les emballages, souvent de façon momentanée.
Donc Cori n'existe plus. Ensuite, Motoragri. Motoragri, qui était une structure qui avait été acquise par les paysans pour la mécanisation et la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, 64 ans après l'indépendance, nous continuons de défricher les plantations, sous nos plantations de café, de cacao et de machettes, avec des dabas, avec des haches, ce qui n'est pas normal. Les paysans sous la libération avaient déjà commencé à prendre des dispositions pour la modernisation de l'agriculture. Et aujourd'hui, Motoragri n'existe plus. Le site de Motoragri, c'est là où se trouve aujourd'hui l'actuelle préfecture d'Abidjan. Alors nous avons besoin d'explications également à ce niveau. Il faut que le Conseil Café Cacao nous donne des explications. Qu'est devenu Motoragri et pourquoi le site de Motoragri, qui est une propriété des paysans de Côte d'Ivoire, est devenu aujourd'hui la préfecture d'Abidjan. Ensuite, Forexi. Forexi, c'était une structure qui était chargée de faire des forages dans tous les villages et campements. Parce que si Forexi avait été là jusqu'à aujourd'hui, la presque totalité des villages et campements seraient dotés aujourd'hui en pommes villageoises et auraient eu accès à l'eau potable aujourd'hui. Mais malheureusement, Forexi également n'existe plus. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que pourquoi on peut avoir une structure qui peut faire des forages pour nous, la laisser tomber, et puis aller louer d'autres structures à des coûts très élevés pour réaliser des forages pour nous? Quelle idée nous avons derrière la tête? Le Conseil Café Cacao nous doit des explications à ce niveau. Après, Projet Pharma. Projet Pharma, qui était une société de fabrication de médicaments, pour permettre aux paysans de Côte d'Ivoire de produire eux-mêmes les médicaments qui allaient servir à les soigner et à mieux les soigner. Et Projet Pharma également n'existe plus aujourd'hui. Nous avons acquis des équipements d'entretien routier à hauteur de 9 milliards de francs CFA sous le comité de gestion de la filière café cacao CGFCCC. Tous ces équipements, nous ne savons pas. Tout a disparu. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et pour quelques kilomètres que le conseil reprofilait avant 2 ans, 3 ans passés, ou voire plus, quelques kilomètres qu'ils avaient pu reprofiler en son temps, ils étaient obligés d'aller louer des machines. Mais c'est absurde. Vous avez des équipements qui peuvent vous permettre de faire les routes vous-même. Vous avez préféré les vendre et puis aller louer des machines à des coûts très élevés pour reprofiler quelques pistes. Donc c'est normal que vous soyez essoufflé. Comme le privé, lui, c'est pas votre propriété, il va vous faire le coup qui lui sied. Et du coup, nous sommes confrontés aujourd'hui à la dégradation très avancée de la presque totalité des pistes villageoises. Alors que nous-mêmes, nous avions la possibilité de pouvoir les reprofiler nous-mêmes. Nous allons parler du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Les paysans avaient investi fortement au CNRA et même actionnaires majoritaires au CNRA en son temps pour permettre que ce Centre national de recherche agronomique puisse faire des recherches pour nous permettre d'avoir des semences de haute qualité et mettre à la disposition de l'ensemble des paysans de Côte d'Ivoire, non seulement en matière de cacao et de café, mais dans les autres spéculations, puisque l'idée qui était là, au niveau de la libération, c'était la diversification pour permettre non seulement d'avoir ce qu'il faut pour manger. Et Coco Service. Coco Service, qui était une société qui produisait des œufs de qualité et en quantité, qui produisait du poulet, parce qu'au moment du Coco Service, un œuf coûtait tout au plus 30 francs, les poulets coûtaient autour de 750 francs, et aujourd'hui tout le monde connaît le prix d'un œuf qui n'est pas moins de 100 francs. De 30 francs, nous sommes passés à 100 francs. De 750 francs le poulet, nous sommes aujourd'hui à 4500, 5000 francs minimum le poulet. Alors que si Coco Service avait été bien entretenu, ça allait dupliquer dans toutes les zones de production
les paysans allaient produire en quantité les œufs des poulets, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi la fiente des poulets, c'est-à-dire que les caca des poulets, allait nous servir d'engrais, de fertilisants pour nos plantations, nos différentes plantations agricoles. Mais tout cela, ça a été bradé aujourd'hui par le Conseil Café Cacao. Nous allons parler de la cire, l'investissement que les paysans ont réalisé à la cire. Parce que en son temps, la cire était pratiquement en faillite. Donc les paysans ont été sollicités pour relever cette situation. C'est en cela que, au moment de la libéralisation, les paysans ont fortement investi à la cire pour permettre à la cire, la société ivoirienne de raffinage, pour lui permettre de se relever et pour être aussi performante aujourd'hui telle qu'elle est. Mais qu'est-ce que la cire rapporte aux paysans de Côte d'Ivoire, puisque nous payons le carburant au même prix que tous les autres Ivoiriens, le gaz au même titre que tous les autres Ivoiriens, et pratiquement combien d'enfants des paysans travaillent aujourd'hui à la cire? C'est la grande question. Et le FICA, qui était un fonds qui avait été mis en place, normalement ce fonds devait être entretenu, amélioré, pour permettre le financement de l'agriculture en général. Mais toutes ces structures n'existent que de nous aujourd'hui. Et toutes ces structures, celles qui existent, continuent de vivre sous le dos du Conseil Café Cacao avec l'épargne des paysans. C'est-à-dire que c'est les petites épargnes que nous effectuons, c'est cette épargne-là qui se partage entre eux pour vivre au détriment des paysans. Nous avions investi à la BFA ainsi qu'à la BNI pour permettre que ces banques-là financent les opérations de collecte et de vente du cacao et du café au profit des paysans de Côte d'Ivoire. Mais nous avons besoin que le Conseil Café Cacao nous fasse le bilan. Combien, quel financement, quel est le montant du financement que la BNI, puisque la BFA n'existe plus, ils l'ont aussi liquidé, la BNI a mis à la disposition des paysans de Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces structures allaient permettre de donner du travail à des milliers d'Ivoiriens. À des milliers d'Ivoiriens et aussi, surtout, aux enfants des paysans. Comme je le dis, aujourd'hui, les enfants des paysans, ils vont à l'école difficilement. Quelques rares qui arrivent à s'en sortir n'arrivent pas à avoir accès à des emplois décents. C'est des emplois mineurs auxquels ils ont accès et de façon difficile, moyennant de l'argent qu'il faut débourser. C'est-à-dire que le paysan doit cotiser sur 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de pouvoir payer un concours ou un travail pour son enfant. Vous imaginez, avec les conditions difficiles dans lesquelles le cacao et le café et tous les autres produits agricoles sont sous-payés depuis bientôt plus de 8 ans, combien de paysans peuvent arriver à pouvoir, après avoir financé difficilement les études des enfants, peuvent encore payer du travail et des concours pour les mêmes enfants. Vous voyez, c'est le triste tableau que le Conseil Café Cacao est en train de dresser pour les paysans et au vu aussi de tous les Ivoiriens. Nous voulons nous demander à quoi ça a servi finalement la mise en place du Conseil Café Cacao qui était censé redresser la situation de la filière Café Cacao sur 3 ans, c'est-à-dire 2011 tout au plus en 2015-16, pour permettre de céder la gestion de la filière Café Cacao aux paysans que nous sommes. Malheureusement, ils sont restés là à piller les épargnes des paysans. Et puis, lors de la campagne 2015-2016, nous avons malheureusement appris certaines choses qui nous ont choqués, parce qu'ils ont tout fait pour modifier à l'insu des paysans la loi numéro 2011-481 du 28 décembre 2011 qu'ils ont modifié en la loi numéro 2018-756 du 28 septembre 2018. Et c'est cette fameuse loi-là qui a permis au Conseil Café Cacao de prendre l'épargne des paysans pour dédommager les transformateurs et les exportateurs multinationaux. Vous voyez,
Ça veut dire tout simplement que le Conseil Café Cacao joue contre les paysans. Ils ont mis en place un système appauvrissant non seulement pour les paysans, mais en plus pour les coopératives des paysans. Ils nous ont mis dans un système de société coopérative qui ne répond à rien. Parce que la France, même qui avait essayé le système de société coopérative, a laissé pour revenir au système de coopérative. Parce que on ne peut pas permettre que des paysans qui donnent tant déjà à l'État de Côte d'Ivoire, on puisse encore les transformer en société coopérative pour leur enlever le peu qui leur reste. Parce que la commercialisation des fèves de cacao, de café de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une activité où on doit réaliser les bénéfices, surtout les paysans. C'est la collecte et la vente. S'il y a des marges, c'est ça qu'on appelle le trop perçu, et cette marge doit être destinée à la réalisation des projets sociaux, ce qui se faisait au temps de la libéralisation, où les coopératives arrivaient à reprofiler des pistes villageoises sans attendre l'État de Côte d'Ivoire, où les coopératives arrivaient à construire des écoles et même des hôpitaux. Certaines coopératives ont réussi à construire même des unités de conditionnement de cacao en Côte d'Ivoire au temps de la libéralisation. Mais depuis la nouvelle stabilisation qui est en place, toutes les sociétés coopératives ont été confrontées à une concurrence déloyale, ne bénéficiant plus de financement. Les financements sont donnés, on ne sait pas par qui, à des acheteurs qui ont accès à un financement et opposent, pour ne pas dire imposent, leur dictat aux coopératives qui sont sans moyens. Et c'est ceux-là qui ont la possibilité d'aller aujourd'hui acheter le cacao, le café et les autres produits agricoles dans les mains des paysans à des vil prix, avec des spéculations qu'ils font, et du coup le prix garanti qui est fixé par l'État de Côte d'Ivoire n'est plus respecté aujourd'hui dans nos villages et campements. Sans transition aucune, nous allons parler de l'interprofession filière café cacao. L'interprofession filière café cacao a été décidée par ordonnance présidentielle. Je vous donne le numéro de l'ordonnance. L'ordonnance numéro 2011-473 du 21 décembre 2011. Cette ordonnance a mis en place le Conseil Café Cacao, qui est une administration provisoire, qui devrait permettre sur 3 ans de redresser les situations, tout ce qui n'avait pas marché lors de la libéralisation, redresser les choses et remettre la gestion de la filière café cacao entre les mains des paysans. 13 ans après, pour ne pas dire 12 à 13 ans après, c'est maintenant que nous parlons de la mise en place de l'interprofession, et ça encore sur la pression et l'ordre du président de la République, selon les informations que nous avons. Donc, qu'est-ce que le Conseil Café Cacao attendait depuis 10 ans, alors qu'ils avaient 3 ans, depuis 12 ans, du moins 12-13 ans, pour mettre l'interprofession en place? Et cette interprofession s'est fait au moment où il y a eu un recensement bâclé, parce que là, beaucoup de paysans n'ont pas été recensés, tout simplement. Et ceux qui ont été recensés ont des sérieux problèmes, parce qu'aujourd'hui, je vais énumérer quelques difficultés au niveau du recensement des producteurs café cacao. Il y a des paysans qui ont été recensés dans un village donné, dans un département, une région donnée, et leur numéro de recensement se retrouve dans une autre région ou dans un autre département donné. Ce qui veut dire tout simplement que s'il doit vendre son cacao ou son café, il doit pouvoir prendre ses sacs de café et de cacao pour aller se retrouver dans cette autre région ou département avant de pouvoir arriver à vendre son cacao ou son café. Ce n'est pas normal. De deux, il y a des gens qui ont été recensés et qui sont sur des parcelles litigieuses. Et ces litiges-là n'ont pas été réglés avant que le recensement ne soit fait. Donc du coup, le Conseil Café Cacao donne le pouvoir sur des parcelles des gens à d'autres personnes à qui les parcelles n'appartiennent pas et qui deviennent de facto propriétaires, puisque c'est lui qui a la carte, c'est lui qui peut avoir la possibilité de vendre et encaisser cet argent. Quelle disposition le Conseil Café Cacao a pris pour régler ces problèmes? Rien du tout. Vous imaginez?
et les paysans qui n'ont pas été recensés. Beaucoup n'ont pas été recensés. Comme je vous le disais, les villages et campements ne sont pas facilement accessibles. Donc du coup, une bonne partie des paysans n'ont pas été recensés. Mais c'est de bonne guerre. Parce que pour se faire recenser, il faut d'abord que le projet soit expliqué. Et puis aujourd'hui, des paysans qui ont été recensés, qui ont des cartes, on nous dit que bon, quand leurs produits, ils vont vendre leurs produits, leur argent sera viré sur les cartes bancaires. Un paysan qui est dans un campement, qui n'arrive même pas à avoir accès d'abord à la ville, qui ne sait même pas comment manipuler une carte magnétique, qui n'a jamais eu accès à une banque, on lui donne une carte magnétique. Ça encore, c'est un vol organisé. Parce que s'il n'arrive pas à toucher son argent, s'il n'arrive même pas il ne sait même pas comment manipuler les cartes bancaires, comment son argent, qu'est-ce qui va arriver à son argent? Quand l'argent va durer, des personnes mal intentionnées vont piller ces mêmes paysans-là encore. Donc ça veut dire qu'il y a des dispositions qui devraient être prises d'avance. Il y a des départements dans lesquels il n'y a même pas de banques. J'ai dit départements. À plus forte raison, les sous-préfectures pour qu'on puisse parler des villages et campements. Donc du coup, on ne vient pas faciliter la situation aux paysans. On vient au contraire mettre en place un système qui va permettre de leur arracher le peu d'argent qui va leur rester. Il a sa carte, on dit à l'argent de Dieu, il ne sait même pas comment vérifier si son argent est dessus ou pas. Il ne peut pas avoir accès à la ville facilement. Il ne sait pas comment manipuler, il n'a aucune connaissance de la banque. Et on lui donne une carte magnétique. Mais quand même, il faut qu'on prenne les paysans au sérieux. Les gens ne peuvent pas continuer de se foutre de nous comme ça. On leur avait dit au départ, il faut qu'on s'asseye pour qu'on discute des conditions de recensement des paysans, pour qu'on puisse apporter quelques critiques et améliorer. Sinon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais de la manière que ça a été mené, ça a créé plus de problèmes que ça n'est résolu aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi nous saluons la mise en place de l'interprofession. Mais nous saluons cette mise en place de l'interprofession, mais pas à n'importe quel prix. Nous ne savons pas d'abord qui sont ceux qui doivent faire partie de cette interprofession. Nous savons, pour nous les paysans, les paysans café cacao, on le sait. Mais qui sont ceux qui seront dans l'organisation avec nous? Ça doit s'expliquer. Les acheteurs. Bon, les acheteurs. Quel genre d'acheteurs d'abord? Puisque nous sommes en train de décrire aujourd'hui la présence des acheteurs au bord champ. Quels sont ces acheteurs qui vont faire partie de l'interprofession? C'est les acheteurs, exportateurs, transformateurs? On n'en sait rien. Il faut qu'on nous explique. On nous parle des banquiers, les banques. Bon, nous les paysans, à ce qu'on sache, ça fait plus de 13 ans aujourd'hui qu'aucune banque n'accepte de financer la commercialisation du cacao, du café en Côte d'Ivoire. Donc, de quelle banque s'agit-il? Quelles sont les conditions pour que les banques fassent partie de l'interprofession? Tout ça là, ça doit s'expliquer pour qu'on sache pourquoi les banques. Donc, ces deux corporations-là, on a besoin d'explications. Si c'est vrai, parce que on apprend pour le moment des informations par les rumeurs. Mais il faut qu'on nous expose clairement le projet pour qu'on continue de nous mener, pour ne pas qu'on continue de nous mener en bateau. Nous les paysans, nous avons le droit de savoir quel est le contenu du projet de l'interprofession avant qu'on ne passe à quoi que ce soit. Parce qu'il faut qu'on aille vite, comme on le dit, on ne veut pas rentrer dans la nouvelle campagne 2024-2025 avec le Conseil Café Cacao. Ça sera encore une insulte aux paysans de Côte d'Ivoire qui n'ont fait que faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre dans de meilleures conditions. Parce que quelqu'un qui produit son cacao, son café, on lui donne 60% selon les autorités. Or aujourd'hui, il ne perçoit qu'à peine 20 ou 30%. Le reste se retrouve dans les mains de l'État de Côte d'Ivoire pour entretenir la maille salariale et ses différents projets. Alors ces gens-là, vous pensez qu'ils méritent un traitement pareil? Ça, c'est la question que je vais poser à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Si vous êtes d'accord qu'on continue de maltraiter les paysans pendant que vous les esclavagisez, alors là, nous allons nous remettre à Dieu. Mais nous prions Dieu pour ouvrir l'intelligence et les oreilles de tous les Ivoiriens pour qu'ils comprennent la justesse de notre combat, qui n'est pas politique, mais qui est tout simplement un combat du rétablissement de la dignité du paysan, un combat de reconnaissance
de tous les Ivoiriens vis-à-vis des paysans de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils font et pour tout ce qu'ils continuent de faire pour que la Côte d'Ivoire reste debout. Donc, pour terminer, nous avons besoin de savoir très rapidement le cahier des charges, c'est-à-dire les conditions de mise en place de l'interprofession pour nous permettre de nous situer et commencer déjà à préparer nos arguments pour pouvoir corriger ce qu'il faut corriger, pour ne pas que on nous mette encore dans un autre système qui va venir aggraver les situations, même si ça ne va pas venir aggraver, mais on aura des difficultés de relancer. Alors il faut que les choses soient clarifiées avant que nous ne passions à autre chose. Ceci étant, excellent début de semaine à tous les paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, excellent début de semaine à tous les Ivoiriens. À très bientôt.